Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger le problème numéro 2 du concours CC INP de chimie filière PC de 2023. On va dessiner à la question numéro 26 la maille du cyanure de potassium. Dans un premier temps, on sait que les ions cyanures occupent les nœuds d'un réseau cubique face centrée, soit 8 positions sur les sommets et 6 positions sur le centre des faces. On les dessine et on obtient ceci. On sait que les cations occupent tous les sites au taille soit 12 positions sur les milieux des arêtes et 1 au centre de la maille. Et on obtient ainsi la représentation suivante des cations. On détermine ensuite le nombre d'anions par maille. On sait qu'il y a 8 au sommet des arêtes et 6 au milieu des centres des faces, soit un total de 4. Pour les cations, on a un total de 4. On fait le calcul et on remarque qu'il y a autant d'anions que de cations. Question suivante. Par la question numéro 27, on demande ici de justifier le fait que le cyanure de potassium soit très soluble dans l'eau. Pour cela, on va déterminer la solubilité du cyanure de potassium. On va déterminer cette solubilité en grammes par litre. L'énoncé nous indique que le produit de solubilité de KCN vaut moins 2,08. On va utiliser cette donnée pour déterminer la solubilité de KCN. À l'équilibre d'une solution saturée, on a ici la solubilité qu'on va noter S qui va être égale à la concentration des ions K+, et des ions Cn-. Ainsi, on peut déterminer cette solubilité en faisant la racine carrée de Ks, ce qui nous donne une valeur en mol par litre de 10 puissance 1,04. Pour déterminer la concentration massique, il nous suffit de multiplier cette valeur par la masse molaire de KCN, ce qui nous donne une valeur d'environ 714 grammes par litre, ce qui montre que KCN dans l'eau est très soluble. Question suivante. Afin de répondre à cette question, on va remplir le petit tableau suivant. On s'intéresse dans un premier temps à l'orbital moléculaire B. Elle est de type pi. On remarque ici qu'elle est suivant Y. On remarque que les orbitales P se touchent suivant cet axe Y. On peut la qualifier ainsi de liante. Si on regarde la figure 7, quel peut être l'orbital moléculaire correspondant à l'orbital moléculaire B? Étant donné ici qu'on a deux interactions entre deux orbitales P suivant Y, cela peut être Φ3 ou Φ4. Alors pourquoi Φ3 et Φ4? On remarque que ces orbitales sont au-dessous des orbitales P, ce qui montre ici le caractère liant. On s'intéresse maintenant à l'orbital moléculaire F. On remarque ici des interactions des orbitales P suivant l'axe X. Donc ici, l'interaction au niveau de cet orbital moléculaire est de type pi. Et elle est liante aussi. Si on regarde maintenant par rapport à la figure 7, on remarque que les orbitales qui peuvent correspondre à cet orbital moléculaire F peuvent être Φ3 ou Φ4. Bon, on ne sait pas ici si c'est Φ3 ou Φ4, étant donné que pour B aussi c'est Φ3 ou Φ4. On s'intéresse maintenant à l'orbital moléculaire A. On remarque ici des interactions de type P entre les orbitales atomiques suivant une orientation suivant l'axe X. Ce sont des interactions de type pi. On peut aussi remarquer que ce sont des antiliantes. Si maintenant on regarde la figure 7, les orbitales qui peuvent correspondre à cet orbital moléculaire A peuvent être l'orbital moléculaire 6 ou l'orbital moléculaire 7. On va s'intéresser maintenant à l'orbital moléculaire D. L'orbital moléculaire D correspond à des interactions de type pi suivant l'axe Y. Et on remarque également que ce sont des orbitales moléculaires antiliantes. En regardant maintenant la figure 7, on peut ainsi faire correspondre l'orbital moléculaire D soit à l'orbital moléculaire 6 ou soit à l'orbital moléculaire 7. Ce sont des antiliantes. Pourquoi? Parce qu'on remarque ici que ces orbitales sont au-dessus des orbitales dont elles sont issues. On s'intéresse maintenant à l'orbital moléculaire E. On remarque que les interactions se font suivant l'axe Z. Ce sont des interactions de type sigma. Cet orbital moléculaire présente également un caractère antiliante. Par rapport à la figure 7 de l'énoncé,
Cet orbital moléculaire E peut correspondre à l'orbital moléculaire Φ8. Alors pourquoi Φ8 est une orbitale moléculaire antiliante? Son énergie dont elle dispose est plus haute que les orbitales atomiques dont elle est issue. On complète ainsi le tableau. Il nous reste maintenant à étudier l'orbital moléculaire C. On remarque ici que c'est une orbitale de type sigma suivant l'axe Z. Si maintenant on regarde la figure numéro 7, cela correspond à Φ1 qui est ici une liante, étant donné que cette orbitale moléculaire est issue de deux orbitales qui sont plus hautes en énergie. C'est pour cela que cette orbitale est une liante. Donc C correspond à Φ1. On complète le tableau. Donc C correspond à une orbitale sigma, à l'orbital Φ1, et c'est une liante. On fait ici une petite remarque par rapport à l'énoncé. L'énoncé nous indique que Φ2 et Φ5 ont un caractère antiliant pour Φ2 et un caractère liant pour Φ5. En réalité, Φ2 et Φ5 présentent un caractère non liant. En effet, le diagramme est corrélé. Il faut prendre en compte les interactions entre les orbitales S et P. Si on étudie les interactions qui s'effectuent pour Φ5, on remarque une faible densité électronique entre les noyaux, ce qui montre une interaction qui est faiblement liante, qu'on va qualifier de non liante. On remarque que la densité électronique est plus développée sur les extérieurs des orbitales. Cela est typique d'une interaction non liante. On remarque la même chose pour Φ2, où la densité électronique est plus développée sur l'extérieur. Il faut donc faire attention ici à ce diagramme, où deux approches sont possibles, soit en négligeant les interactions S et P, soit en les considérant, c'est-à-dire qu'on étudie ici un diagramme corrélé. Alors cette remarque va nous permettre de répondre à la question 29. On établit d'abord la configuration électronique de l'ion cyanure. Le carbone a ici 4 électrons de valence, l'azote a 5 électrons de valence, et on rajoute un électron du fait que l'ion cyanure est chargé négativement avec un électron. On a donc 10 électrons de valence, ce qui nous donne la configuration suivante, Φ1 qui a 2 électrons, Φ2 pareil, Φ3, Φ4 et Φ5 pareil, ce qui nous fait un total de 10 électrons de valence. On représente ensuite la formule de Lewis de l'ion cyanure avec un signe moins qui est porté sur le carbone. On va ici considérer deux approches. Une approche où on va considérer ici les interactions entre S et P, et une approche où on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre S et P. Dans les deux cas, on a bien 10 électrons portés par Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 et Φ5. Dans l'approche de gauche, on va considérer Φ2 comme une antiliante et Φ5 comme une liante. Et dans l'approche de droite, on va considérer Φ2 et Φ5 comme des non-liantes. On considère ici les interactions entre les orbitales S et P. C'est le diagramme donc corrélé. Dans les deux approches, Φ1, Φ2 et Φ4 sont des liantes. Pour l'approche de gauche, on va déterminer ici l'indice de liaison, qui correspond à la différence entre le nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants divisé par 2. On a donc ainsi 8 électrons correspondant aux électrons liants moins 2 divisé par 2, ce qui fait un total de 3. Dans l'approche de droite, on a ici des électrons qui n'appartiennent qu'à des électrons appartenant à des orbitales liantes. Il n'y a pas d'orbital antiliante, ce qui nous fait un total ici pour l'indice de liaison, soit une différence entre 6 moins 0 divisé par 2, soit un indice de 3. On va comparer le modèle des orbitales moléculaires et celui du modèle de Lewis. Dans le modèle des orbitales moléculaires, on a 5 doublés, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, qu'on remarque également dans le modèle de Lewis. On observe une triple liaison dans le modèle de Lewis, qu'on retrouve ici en faisant le calcul dans le modèle des orbitales moléculaires de l'indice de liaison. On trouve un chiffre de 3. Dans le modèle de Lewis, on a deux doublés non liants qu'on retrouve dans le modèle moléculaire en considérant ici des interactions S et P, c'est-à-dire un diagramme corrélé. Et effectivement, on remarque ici la présence de doublés non liants qu'on a fait à l'orbital Φ2 et Φ5. Les deux modèles sont cohérents.
Question suivante, on demande ici de rappeler les caractéristiques d'une solution tampon. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base et lors d'une dilution. Question 31, on demande ici de proposer un protocole opératoire permettant d'obtenir une solution tampon à pH 12 à partir d'espèces chimiques solides. Afin d'obtenir ce pH égal à 12, on va donc dissoudre des solides dans un litre d'eau distillée. Tout d'abord, quelles sont ces espèces chimiques qui vont nous intéresser? Étant donné qu'on est à un pH de 12, donc à pH 12, les espèces chimiques à considérer pour obtenir cette solution tampon sont HPO4 2- et PO4 3-. On va donc négliger H2PO4-. On considère dans un premier temps que la concentration totale en ions phosphore et en acide HPO4 2- est égale donc à 1 mol par litre. Et on utilise aussi également le pKa du couple HPO4 2- PO4 3- afin de déterminer une relation entre la quantité en PO4 3- et HPO4 2-. On fait les différents calculs. En utilisant ces deux relations, on peut déterminer la concentration en HPO4 2- et en PO4 3-. Après calcul, on obtient une concentration en HPO4 2- d'environ 0,66 mol par litre et en PO4 3- de 0,34 mol par litre. On désire 1 litre de solution, mais attention, HPO4 2- et PO4 3- sont des solides. Il faut les dissoudre dans une fiole de 1 litre. Donc le but ici, ça va être de déterminer la masse en ces composés solides. On a la concentration des deux espèces chimiques et le volume, ce qui nous permet de déterminer la quantité de matière et ensuite de remonter à la masse de ces deux composés. On détermine également la masse molaire de ces deux composés et après calcul, on obtient une masse en Na2HPO4 d'environ 93,7 g et pour l'autre composé, une masse d'environ 55,7 g. Afin d'obtenir la solution tampon d'un pH de 12, il faut dissoudre 93,7 g de Na2HPO4 et 55,7 g de Na3PO4 dans une fiole jaugée de 1 litre. On va dissoudre ces deux composés avec de l'eau distillée. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on agite. Question 32. On demande ici de déterminer le volume Va d'acide cyanhydrique nécessaire pour synthétiser une masse d'1 kg de cyanure de potassium. Afin de répondre à cette question, on considère la réaction comme totale. Et étant donné que la quantité de matière en ion Cn- va être égale à la quantité de matière qui a été consommée en acide cyanhydrique, on peut remonter au volume Va. Et après calcul, on obtient un volume Va d'environ 8,78 litres. Question suivante, on nous demande ici de déterminer la valeur des pKa des deux couples acide-base du système étudié. Il faut savoir que pKa égale pH, sur les frontières verticales, il y a égalité des concentrations. Donc pour le couple HCN-Cn-, on trouve un pKa de 9,3. Cela correspond donc à la verticale séparant ces deux espèces chimiques. Et pour l'autre couple, on trouve un pKa d'environ 3,8. Question suivante, on nous demande ici de montrer par un calcul que la transformation de l'acide cyanhydrique en cyanure de potassium est quantitative au pH retenu pour la synthèse. Ce pH est de 12. Alors pour répondre à cette question, il nous faut comparer la quantité de matière en ion Cn- formée par rapport à la quantité de matière qu'on a de l'acide cyanhydrique qu'on a au départ. On part d'abord de la constante de réaction et on va déterminer donc le rapport entre la concentration de ces deux espèces chimiques. Et après calcul, en utilisant donc la constante de réaction et également le pKa du couple HCN-Cn- et KE, après calcul, on obtient une constante de réaction égale à 10 puissance 4,7. Ainsi, on pourra déterminer la concentration en ion cyanure de potassium et en acide cyanhydrique. Après calcul, on a un rapport d'environ 10 puissance 2,7, très supérieur à 1, ce qui montre qu'il n'y a pratiquement plus d'acide cyanhydrique en fin de réaction et qu'on a favorisé la formation des ions
cyanure de potassium au pH considéré à un pH de 12. La réaction est donc totale et quantitative. Question suivante, on nous dit qu'en réalité les ions cyanure peuvent réagir lentement en milieu aqueux basique désaéré. Cependant, les ions cyanure peuvent réagir avec l'eau. En effet, lorsqu'on regarde le diagramme potentiel pH et lorsqu'on situe à un pH supérieur à 12, on remarque que le couple H3O+ dihydrogène est au-dessus du couple CNO-CN-, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction entre CN- et les ions H3O+. Donc attention, ici on est en milieu basique, on fera l'équation après, on va équilibrer, on va se mettre en milieu basique. Donc ici, pour expliquer cette réaction, il suffit de dire que le couple H3O+ H2, le potentiel en l'occurrence, est au-dessus du couple CNO-, CN-. On équilibre les deux demi-équations redox. On remarque ici qu'en fin de réaction, la réaction ne contient pas d'ion H3O+ ou H+. Donc c'est pour ça, même si on est à un pH de 12, on n'a pas à se mettre en milieu basique pour équilibrer les deux demi-équations redox. On détermine ensuite la constante de réaction de la réaction qu'on a obtenue. On a besoin pour cela de déterminer le potentiel standard redox du couple CNO-, CN-. Pour cela, on prolonge la droite, séparant les deux couples. On trouve un potentiel de moins 0,1. On va l'utiliser pour déterminer la constante de réaction de la réaction qu'on demande d'étudier. On trouve une constante de réaction égale à 10 puissance 3,3. Elle est très supérieure à 1. La réaction est donc déplacée dans le sens 1. Elle est donc thermodynamiquement favorable. Question 36. On nous demande ici d'indiquer quelle opération doit être réalisée entre le prélèvement de l'échantillon et le titrage de cette espèce chimique par les ions cyanure. Pour cela, il faut bloquer la réaction. On effectue pour cela une trempe, c'est-à-dire on refroidit la réaction dans un bain de glace. Question suivante. On demande ici d'expliquer le principe d'un dosage par potentiométrie. Un titrage potentiométrique est une méthode de titrage durant laquelle on mesure le potentiel électrique entre deux électrodes à l'aide d'un voltmètre. On utilise pour cela une électrode de mesure. Ça peut être l'électrode d'argent et une électrode de référence. Alors souvent on utilise l'électrode calomètre-salturée. Cependant, elle contient des ions Cl-, des ions chlorure, qui risquent ici de précipiter avec les ions argent qu'on va utiliser lors du dosage. Donc on va ici utiliser plutôt une électrode au sulfate mercureux ou alors éventuellement toujours l'électrode au calomètre saturé, mais il faudra que cette électrode soit protégée, qu'elle possède une allonge en KNO3-. Question suivante, la réaction de titrage correspond à la réaction des ions argent Ag+ avec les ions cyanure. On a donc une précipitation. Afin de déterminer la constante de réaction de cette réaction, on utilise le pKs qui est donné dans l'énoncé. Et ainsi, la réaction est totale en déterminant la constante de réaction qui est égale à 1 sur Ks, soit 10 puissance 15,8. C'est une réaction très supérieure à 1. La réaction est donc totale, quantitative, rapide, ce qui est important pour un dosage. Il faut que la réaction soit totale et rapide. Question numéro 10. On nous demande ici de déterminer les coordonnées du point expérimental de la figure 10. Pour cela, étant donné qu'ici on a le log d'une concentration en fonction du temps, il suffit de déterminer la concentration. On a ici une réaction de dosage qui nous permet de déterminer la concentration en ion Cn-. Après calcul, on trouve une concentration de 9,62 10 puissance moins 3. Et en utilisant la formule qui nous est donnée, en remplaçant, on trouve un temps d'environ 49,1 heures. Question suivante, on nous demande ici de proposer une autre méthode que la potentiométrie. On propose ici la conductimétrie. Avant équivalence, on a les ions K+, Cn- et NO3-. Il y a consommation des ions Cn-. Même si on rajoute ici, par l'intermédiaire des ions Ag+, des ions NO3-, la conductivité va diminuer. Alors pourquoi?
Il faut comparer pour cela la conductivité molaire ionique d'ion Cn- qui vaut environ 7,8 millisiemens mètre carré mol moins 1, qui est supérieure à celle de NO3-. Donc, avant équivalence, la conductivité va diminuer légèrement, mais elle va diminuer. On obtient ainsi une première portion de droite avant l'équivalence. Après l'équivalence, on rajoute des ions Ag+. La conductivité va cette fois-ci augmenter, la pente sera plus prononcée. On obtient donc deux droites et l'intersection de ces deux droites va nous permettre de déterminer le volume équivalent, c'est-à-dire le volume d'ion Ag+ qu'on va rajouter. Question suivante. On nous demande à la question 41 de déterminer l'ordre partiel A par rapport aux ions Cn-. On va supposer ici que A est égal à 1. Alors pourquoi 1 ? On remarque ici qu'on a un logarithme en fonction d'un temps et c'est caractéristique d'une réaction d'ordre 1. On fait tous les calculs et on remarque qu'effectivement la réaction est d'ordre 1 étant donné qu'on retrouve la relation donnée dans l'énoncé. Pour retrouver la constante K, il suffit de relier l'expression qu'on a obtenue avec la relation qui est donnée dans l'énoncé. Et ainsi, K est égal à 0,008 H-1. Question suivante, on demande ici de déterminer la valeur de l'énergie d'activation. Pour cela, on va utiliser la loi d'Arrhenius et on va tracer ln de K en fonction de 1 sur T. On trouve une pente de moins 1,094 10 puissance 4 qui correspond ici à moins l'énergie d'activation sur R. On a fait ici une régression linéaire et on trouve un coefficient de corrélation R au carré environ égal à 0,97. On a ainsi, après calcul, une énergie d'activation qui est égale à 90,9 10 puissance 3 joules mol moins 1. Question suivante, on nous demande ici de déterminer le nombre d'oxydation de l'or. On a ici une charge totale de moins 1. On a ainsi l'égalité suivante, moins 1 qui est égal au nombre d'oxydation des ions cyanure fois 2, plus le nombre d'oxydation de l'or. On va associer aux ions cyanure à un nombre d'oxydation de moins 1, ce qui nous donne le résultat suivant. Après calcul, l'or a un nombre d'oxydation de plus 1. Question suivante. On demande ici d'indiquer le type de réaction qui se produit lorsque l'or est dissous. On passe ici d'un nombre d'oxydation pour l'or de 0 à plus 1. C'est donc une réaction d'oxydoréduction. Question 45. On nous demande ici d'utiliser la relation de Bantoff. La réaction est exothermique. Si on augmente la température, la constante de réaction va diminuer. Ainsi, la réaction sera favorisée lorsqu'on augmente la température dans le sens 2. Donc pour favoriser la réaction dans le sens 1, il faut opérer à basse température. Ainsi, à basse température, on favorise l'absorption du charbon par le complexe. Et à haute température, on favorise une désorption du charbon actif du complexe. Au départ, on a une solution aqueuse qui contient le complexe, qu'on ne peut pas extraire du mélange. On rajoute du charbon actif à basse température. Le charbon va absorber le complexe et ainsi on pourra le séparer du mélange. Lorsqu'on a récupéré le filtrat, après filtration, on va à haute température chauffer et ainsi obtenir le complexe qui ne va plus contenir le charbon. C'est pour cela qu'on utilise au départ une température de 0 degrés Celsius pendant quelques heures et ensuite on plonge la solution dans de l'eau chaude à une température de 80 degrés Celsius. Question suivante, on propose le schéma suivant pour représenter une électrolyse. L'électrode en plomb est relié au pôle plus du générateur, il constitue l'anode, et l'électrode reliée au pôle négatif est composée de la laine d'acier, il correspond à la cathode. Question 47, on demande ici d'écrire toutes les réactions pouvant se produire à chaque électrode. On a donc des ions H3O+, H2O et le complexe. Ce qui nous donne une réduction à la cathode du complexe, on a l'équation suivante, et aussi une réduction de l'eau en milieu basique, on obtient l'équation suivante. On a une oxydation à l'anode de l'eau en milieu basique, ça nous donne la réaction suivante.
Question 48. Pour répondre à cette question, on va déterminer le potentiel des différents couples qui nous intéressent aux deux électrodes. Il faut ici considérer qu'on ait un pH de 14. À l'anode, on a le couple O2H2O. À un pH de 14, on a un potentiel qui vaut 0,39 volts. Pour le couple composé du complexe et de l'or, on a un potentiel de moins 0,6 volts. Et on a un potentiel pour le couple H+ dihydrogène de moins 0,84 volts. On place ensuite ces trois potentiels sur l'axe des potentiels. On trace I en fonction de E. On a une situation anodique pour le couple O2H2O qui vaut 0,6 volts. Ajouté aux 0,39 volts du couple O2H2O, on a ici un potentiel de 0,99 volts où on commence à observer le début de l'oxydation de H2O en O2. De même, on a une surtension pour le couple H+ d'hydrogène de moins 0,4 qu'on rajoute au moins 0,84 qu'on a trouvé tout à l'heure, ce qui nous donne un potentiel de moins 1,24, c'est-à-dire que c'est à partir de cette valeur qu'on voit la réduction de H2O en d'hydrogène. On a donc le tracé suivant pour l'électrolyse. Le début de l'oxydation correspond à un potentiel de 0,99 volts et le début de la réduction commence à moins 0,6 volts, ce qui nous donne une valeur de potentiel à appliquer pour observer une électrolyse de 1,59 volts. Cela justifie pourquoi on utilise une tension de 1,7 volts qui est supérieure à cette valeur de 1,59 volts. Question 49. L'intérêt d'utiliser de la laine d'acier, c'est que la surface de contact entre l'électrode et la solution sera plus importante par rapport à la lame d'acier. La réaction sera ainsi plus rapide, le courant sera d'autant plus important. Si on utilise une électrode d'acier, la surtension de l'oxydation de l'eau est plus importante. Il vaut mieux ainsi utiliser une électrode de plomb car la tension qu'on va appliquer sera plus petite. On aura ainsi un coût énergétique moins important. Question suivante, on va estimer la durée de l'électrolyse permettant d'obtenir 1 g d'or avec un rendement de 90%. On va utiliser pour cela la demi-équation redox qui implique l'or. Le nombre d'électrons échangés correspond à la quantité de matière d'or formée. En utilisant la relation qui relie l'intensité du courant, le temps et la quantité d'électrons échangés, et également le rendement, on a les différentes relations suivantes, ce qui nous permet d'obtenir un temps d'environ 7,55 heures. Voilà, fin du problème.